Venons-en maintenant à toutes les catastrophes naturelles possibles et imaginables. Les méga-incendies, cyclones, tornades et autres inondations. Eh bien, ce sont là des phénomènes climatiques extrêmes qui ont été enregistrés pendant des décennies. Vous savez quoi? On entend tout le temps dire que le nombre de cyclones augmente constamment. Eh bien, regardez la courbe, elle baisse. En fait, nous avons eu le nombre le plus faible de tempêtes tropicales de notre histoire. Maintenant, si nous regardons le nombre de jours, donc tempête tropicale, cyclone et cyclone majeur. Alors, comme vous le voyez, là encore, on observe une tendance tout simplement plate. Pas d'évolution notable. On nous parle de températures extrêmes qui ne cessent de progresser. Alors, ce que vous avez ici, c'est le nombre de journées d'extrême chaleur dans des stations météorologiques américaines depuis 110 ans. En fait, on constate que depuis 15 ans, on constate que 9 des années les plus chaudes se sont produites avant 1960. Venons-en maintenant aux périodes de sécheresse. Pareil, on n'observe aucune augmentation. Les incendies de forêt, en réalité, avant que les Européens ne s'installent sur le continent américain, il y en avait beaucoup plus. En réalité, les Européens ne sont guère amis du feu parce qu'ils dévorent leurs possessions. Avant l'arrivée des Européens, il y avait des feux qui brûlaient pendant des mois sur le continent nord-américain. Personne ne les éteignait, c'est tout. Maintenant, en réalité, il y a beaucoup moins de feux de forêt. Donc, quand vous lisez le journal qui vous explique qu'il y a un méga incendie en Californie, souvenez-vous qu'en réalité, ce nombre d'occurrences a diminué. Alors, il se trouve que je suis propriétaire d'un terrain en Californie dans une zone qui est extrêmement inflammable. Ici, dans les contreforts californiens, je me suis bien gardé de construire une maison parce qu'il n'y a aucun moyen que celle-ci résiste à n'importe quel type d'incendie. En réalité, ce type de paysage est quasiment conçu pour brûler toutes les quelques années. Donc c'est à peu près aussi intelligent. Vous voyez ici le petit dessin, c'est oh, quel merveilleux paysage, construisons ici notre foyer. Et vous voyez, c'est en fait une boîte d'allumettes, puisque c'est une savane de chênes. Les surfaces touchées par les incendies de forêt diminuent parce qu'on éteint les incendies. Et la neige, c'est plus habituel parce que les gens imaginent que la neige disparaît, mais quand on mesure depuis les satellites, on mesure l'étendue dans les hémisphères nord chaque année, la neige ne disparaît pas. On continue à avoir de la neige, on a une couverture neigeuse particulièrement élevée en 2013. La banquise, parfois les géologistes regardent les choses à l'envers. Donc aujourd'hui, c'est à gauche, le passé est à droite. Et vous voyez qu'on n'a jamais eu autant de banquises. Il y avait très peu de banquises il y a 7 000 ans dans l'Arctique. Donc le fait que l'Arctique ait moins de glace qu'il y a quelques décennies, c'est rien de très étonnant. Et les calamités. Aujourd'hui, j'ai entendu parler pour la première fois de collapsologistes, un terme que je ne connaissais pas. On devient de plus en plus intelligent, c'est de plus en plus de choses. On voit de moins en moins de gens qui meurent. Vous voyez à droite, c'est le nombre de morts liés à des événements climatiques. On est quasiment à zéro parce que nous savons des choses que nous ne savions pas avant. 70 000 personnes au Bangladesh ont été évacuées cette semaine parce qu'on ne savait qu'une tempête venait grâce aux satellites. Donc les gens sont de plus en plus protégés. De moins en moins de personnes meurent à la suite de catastrophes naturelles, malgré ce qu'on en entend dire. La production céréalière, on nous explique qu'elle s'effondre. En réalité, chaque année, on est sur quasiment des années records de production céréalière. Mais
tout le monde, Monsieur Christie, tout le monde dit qu'il y a un changement climatique dangereux. Les Nations Unies, le gouvernement américain, l'Académie des sciences, la Société de météorologie, le New York Times, le Washington Post, NPR, CNN, 97% des scientifiques, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Alexandria Ocasio-Cortez. Je vous la connaissais peut-être pas, cette nouvelle députée du Congrès américain. Elle est très intéressante, vraiment, allez la voir. Et puis, bien sûr, les professeurs d'université. Donc, je voudrais que vous me disiez un petit peu quelle est la crédibilité que vous attribuez à chacun de ces acteurs. Personnellement, j'ai des doutes. Mais attention, ils ont parfois fait des prévisions testables et à chaque fois, elles ont été falsifiées. Nous avons regardé les données et nous avons constaté que leurs prévisions s'avéraient fausses à chaque fois. Et pourtant, on ne parle que d'eux, et c'est eux qui font la une des magazines. C'est ce qu'on appelle des arguments d'autorité, des arguments de consensus, mais ce ne sont pas des arguments qui nous viennent de la science. Et les gens me demandent comment est-ce qu'on peut contredire l'Académie des sciences, l'Académie nationale des sciences des États-Unis, cette très prestigieuse institution. Comment osez-vous? J'ai dit, mais moi, j'ai fait quelque chose que l'association n'a jamais fait. Je suis allé voir les archives des modèles informatisés et j'ai téléchargé des séries statistiques immenses pendant des semaines et des mois. J'ai traité ces séries statistiques pour les convertir en données. Je peux donc comparer la réalité avec 200 séries modélisées. Il y a 5 ans, j'ai pu publier ceci dans le Wall Street Journal. C'est la première fois que j'ai pu publier ce graphique où j'ai montré l'augmentation modélisée en rouge et la réalité observée en vert. Alors, c'est évidemment très frappant. Et l'establishment du climat a eu très peur de ce graphique. Parce que là, si vous voulez, le citoyen lambda peut lire ceci, peut comprendre ceci, peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est problématique avec ces modèles. Or, les modèles sont à la base de ces réglementations qui rendent mon essence plus chère, ma facture d'électricité plus chère, etc. La science est la croyance dans les ignorances des experts. C'est une expression de Richard Feynman, un physicien, et le grand auteur, écrivain Michael Crichton, qui nous a donné Jurassic Park et d'autres histoires. Dans la science, le consensus n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est la reproductibilité des résultats. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous pouvez tous le reproduire, car ce sont tout simplement les résultats des données réelles. Le consensus, c'est une affaire de politique, c'est l'affaire des politiques. Par ailleurs, il y a quelque chose d'un petit peu étrange qui se passe dans la science climatique, la prolifération d'affirmations infalsifiables, l'hypothèse infalsifiable. À savoir que tout ce qui se produit est forcément cohérent avec mon réchauffement climatique, qui est moins de neige, plus de neige, moins d'ouragans, plus d'ouragans. Cette méthode dit attendez, quelque chose se produira et ce quelque chose aura pour cause le réchauffement anthropogénique. Ça n'a aucune valeur en termes d'information. Il n'y a pas là de paramètres testables, aucun usage prédictif. Ce n'est pas de la science. L'hypothèse infalsifiable ne prédit rien d'utilisable. Et si nous passons, une des raisons pour lesquelles je suis très engagé, c'est que j'ai vécu en Afrique, non loin de Nairobi, également dans un État des États-Unis. Nous avons beaucoup de pauvres, l'Alabama. Et j'ai vu ce qui s'est passé pour ce qui est de leur facture d'électricité avec toutes ces nouvelles réglementations énergétiques. Et comme vous le voyez à l'écran, la proportion des coûts d'énergie par rapport au budget de quelqu'un, madame pauvre, est bien plus importante que cette même proportion pour quelqu'un comme moi qui n'est pas pauvre. Et c'est logique d'ailleurs, parce que nous avons tous les deux des voitures qui font à peu près la même taille. On remplit nos voitures avec le même carburant, mais en proportion de mon revenu, c'est beaucoup moins pour moi que pour quelqu'un qui gagne très mal sa vie. Donc si vous voulez aider les pauvres, la façon la plus rapide de faire, c'est de diminuer les coûts de l'énergie et vice-versa. Et c'est ce que notre gouvernement a bien compris. Ils font beaucoup de tort aux pauvres. Les Chinois ont fait sortir de la pauvreté 400 millions de personnes en construisant
une centrale au charbon chaque semaine. Le richissime activiste environnemental qui en a parlé a dit que c'était une mauvaise chose, mais c'est une bonne chose pour les 400 millions d'êtres humains qui ne vivent plus dans la pauvreté et les millions d'autres qui voudraient en sortir. La moralité est donc quelque chose d'important. Est-ce que c'est bon ou mauvais d'améliorer, de prolonger la vie humaine? Est-ce que ces émissions supplémentaires sont bonnes ou mauvaises sur la base de ce qu'elles ont permis pour le reste du monde qui aspire à un niveau de vie qui soit peut-être ne serait-ce que d'un tiers du niveau de vie moyen des Américains?